Le périnée, c'est un ensemble de muscles qui ferment un petit peu le bassin. Et il y a plusieurs couches. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé. Bonjour, il y a de l'ambiance sur le plateau ce matin. Je suis content de vous retrouver. Nadia El Bougaïla, sage-femme et sexologue clinicienne. Ça va bien, Nadia? Très bien, merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Bernadette de Gasquet est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, médecin et professeur de yoga. On vous surnomme parfois Madame Périnée. Oui, c'est vrai que j'ai une réputation à ce niveau-là. C'est le cas de le dire. Vous avez écrit notamment Périnée, arrêtons le massacre aux éditions Marabout, que Nadia vous montrait pour ceux qui regarderont l'émission sur la chaîne YouTube. Est-ce que le périnée, depuis 10 ans, est plus connu? Oui. C'est la date de l'apparition de votre livre, par exemple. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est... Alors celui-là est réédité. Oui, ça c'est une réédition. Mais en fait, oui, le périnée, on en parle beaucoup depuis 5-6 ans, je dirais. Étonnamment. Trop même. Tout le monde publie des tas de choses, des articles sur le périnée. Et bizarrement, c'est depuis que ce n'est plus remboursé intégralement après l'accouchement, parce que c'était notre spécialité, la France. Hein. Je vais beaucoup à l'étranger. Pourquoi ? Parce que la France, c'est la baguette, le camembert et le périnée. Hein. Et qui était pris en charge. Hein. Voilà. Et donc, vous êtes géniaux, en France, vous faites de la rééducation systématique pour tout le monde. C'est plus vrai. Et depuis que c'est plus vrai, systématique, le commerce donc s'est emparé de ça. Au lieu d'aller voir des rééducateurs, c'est casse-pieds, faites ça chez vous avec tel et tel. Il y a des objets. Des objets connectés, des machins, et puis tout ira bien. Et c'est un peu dommage. Alors, c'est bien qu'on en parle plus, c'est bien. Mais des fois, il faut remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Alors, en parler, c'est bien, mais en parler comme il faut, c'est mieux. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, Philippe, le périnée, comme son petit copain, le clitoris, ont été très, très longtemps oubliés des livres d'anatomie. Soit on en parlait, mais c'était pas représenté, soit c'était représenté, mais pas correctement, ou soit c'était pas représenté du tout. C'est pour ça que vous avez décidé aujourd'hui de venir avec. Alors le mien, je l'ai toujours avec moi, oui, effectivement. Mais on va... Mais le mien aussi, Nadia. Voilà, heureusement, oui, effectivement. Parce que les hommes aussi ont un périnée. Exactement. Eh oui, c'est ça. On pense toujours que ça... Que c'est un truc de bonne femme. Mais non. Mais non. Et puis même, c'est un peu la chose qui va permettre de rapprocher... pour que d'un homme et d'une femme, il sorte peut-être un autre humain. Voilà. Vous pouvez tout nous dire à nous, Bernadette, je vous rassure. Parce que oui, ça passe quand même par là. On a beau essayer. Ah bon ? On va expliquer tout ça. D'ailleurs, Nadia, vous avez appelé cette émission le périnée, un muscle qui vous veut du bien. Tout à fait. Bon. Alors attendez, qu'est-ce que c'est que le périnée d'ailleurs, pour expliquer à tout le monde ? Alors, je vais laisser Bernadette nous en parler. Donc là, on a un bassin. Voilà. Alors, en fait... Vous montrez un bassin, mais ça passe pas à la radio. Mais là, vous êtes en train de montrer un bassin. Exactement. Le périnée, je dirais, c'est pas... on ne devrait pas dire le périnée. C'est un ensemble de muscles, mais on dit aussi le dos, le ventre, et c'est plein de muscles. Hein. Donc, c'est un ensemble de muscles qui, finalement, se trouve tout à fait au fondement qui ferme un petit peu le bassin, mais qui ne ferme pas vraiment complètement. Et il y a plusieurs couches, il y a une dizaine de muscles. C'est très, très compliqué, le périnée. Et c'est la partie du corps qui a le plus de fonctions, et de fonctions contradictoires. C'est-à-dire, il faut pouvoir retenir, mais il faut pouvoir vider correctement, il faut laisser rentrer, il faut laisser sortir. Et pour ça, il y a beaucoup de muscles. C'est compliqué. Mais c'est donc... Voilà. Si on a ce qu'on appelle le fondement, parce que vous voyez, le fondement, c'est quoi, Nadia ? Je l'appelle le fondement. Le fondement ? Oui, il se trouve au fondement, le périnée, si j'ai entendu. Ah oui, donc en fait l'autre nom du périnée, c'est le plancher pelvien. Donc c'est-à-dire que, pour ceux qui regardent la vidéo, en fait, l'ensemble des muscles du périnée. Alors,
la grande partie, et je pense que Bernadette de Gasquet ne me contredira pas sur ce plan-là, la majorité des maquettes qui sont représentées, et même d'ailleurs des schémas anatomiques, sont pas tout à fait justes, parce qu'en réalité, les muscles, si vous voulez, certains muscles sont pas insérés correctement sur les bassins, sur les maquettes que l'on a, et on les voit pas en 3 dimensions en réalité. D'accord. D'ailleurs, dans le livre de Bernadette de Gasquet, il y a une vidéo qui est recommandée où on voit bien la représentation des muscles du périnée. Donc, fondement, enfin moi j'utilise pas le terme fondement. Non, c'est un terme que j'aime bien parce que c'est populaire. Les anciens disaient, par exemple, laissez pas le bébé sur le pot, ça fait descendre le fondement. C'est cette partie qui va bomber un peu quand on reste longtemps. Et en fait, c'est ça le grand problème du périnée, c'est quand ça bombe, quand ça subit toute la pression de ce qui est au-dessus, finalement. Donc, à quoi ça sert ? Quel est son rôle au périnée ? Parce que vous avez dit que c'était multifonction, multitâche. Ça sert d'une part à se retenir. Dans le périnée, il y a les sphincters. Se retenir volontairement, involontairement. Là, tout de suite, mes sphincters sont fermés et il y a un muscle qui... Il n'y a pas besoin d'y penser, en fait. Voilà, heureusement. Oui, non. Et même le bébé, le nouveau-né, les sphincters, ils sont fermés. Ils s'ouvrent à certains moments, ils ne maîtrisent pas, mais l'état de base, c'est un peu fermé pour que, il n'y a rien qui sorte en permanence. Et puis, il y a d'autres muscles qui vont aussi jouer sur toute la statique, tout le bassin, et puis des muscles en profondeur qui vont, et surtout chez la femme, puisqu'il y a un vide, le vide vaginal, qui vont soutenir un peu les organes qui sont dans le ventre, dans l'abdomen, mais ils ne descendent pas dans le vagin. Il faut éviter qu'ils descendent. Donc, il y a vraiment... plusieurs couches, plusieurs sens, et c'est ça qui est compliqué, en fait. À quel moment donc ça devient une question, le périnée ou un problème? Alors, ça dépend de qui on parle. Chez les femmes, en règle générale, et c'est ce que vous dénoncez, Madame de Gasquet, c'est le fait qu'on découvre son périnée, en règle générale, après l'accouchement, pour certaines pendant la grossesse, mais très rarement avant. D'ailleurs, on parle de rééducation du périnée. Pas d'éducation. Voilà, exactement. Alors qu'on devrait probablement parler d'éducation du périnée, au même titre que l'éducation sexuelle d'ailleurs. Et cette éducation-là, se faire très tôt, comme l'éducation à la sexualité d'ailleurs. Donc, les femmes le découvrent au moment du postpartum, donc après l'accouchement. Et les hommes, alors pour certains, ne savent même pas qu'ils en ont un. En tout cas, qu'ils ont un ensemble de 2 muscles qui forment le périnée. Et pour certains, ils le découvrent au décours de pathologies, notamment chirurgie de la prostate. En général, on découvre son périnée sur des problèmes. Voilà. C'est ce que je voulais vous faire dire. C'est qu'en fait, finalement, Et ça, c'est dommage, quoi, parce que on a tous des tas d'organes, mais on ne découvre pas ses yeux juste le jour où on n'y voit plus, quoi. Tous les organes qui sont cachés, finalement, on s'en occupe rarement. Chez la femme, le problème, c'est que tout est intérieur. Et c'est difficile d'arriver à bien ressentir, parce que c'est quand même très intérieur. Et ça ne se voit pas comme ça, parce que ce qu'on a montré sur le bassin, en fait, quand on écarte les jambes, on ne voit pas ça. C'est pas ça qu'on Tout à fait. Oui. Donc Nadia, vous parliez d'éducation. Donc quelle serait finalement cette éducation? En quoi elle consisterait finalement pour le bien-être de son périnée, pour l'entretien? Oui. Enfin, j'aime bien faire la corrélation entre le périnée et la sexualité, parce que finalement, effectivement, vous l'avez dit très justement, le périnée, on le découvre au décours de complications ou de difficultés. Et la sexualité, au final, c'est un peu la même chose. Les gens s'y intéressent quand ils sont en difficulté ou quand ils cherchent à améliorer leur situation. Donc c'est pas en amont dans un esprit de bien-être et d'épanouissement. Donc l'idéal, ce serait de pouvoir éduquer très tôt les enfants, c'est-à-dire les filles et les garçons, à pouvoir conscientiser leurs muscles périnéaux. Oui, Et pas que les filles, c'est ce que les filles et les garçons. Pas que les filles. Parce qu'en fait, si vous voulez, le périnée, on n'en parle pas aux enfants,
Mais par contre, on les éduque à la continence, c'est-à-dire la maîtrise. Voilà, C'est même une obsession des papas et des mamans et des papas. C'est une grande obsession, et donc du coup, finalement, c'est contre-productif parce qu'en fait, on les amène sur une voie sans leur expliquer d'ailleurs ce qui est en jeu dans leur bassin, dans leur sexe, enfin dans toute cette zone-là qui reste encore hyper tabou. Et donc du coup, ce sont des adultes plus tard qui finalement, pour certaines, moi je le vois chez certaines patientes, certaines femmes n'ont pas en fait appris et n'ont pas eu cet apprentissage pour pouvoir localiser en fait les muscles de leur bassin, ou ne serait-ce que prendre conscience même dans leur imaginaire ce qui pourrait se passer au niveau de leur sexe et de leurs muscles périnéaux. Ceci dit, est-ce qu'on peut en vouloir aux parents quand eux-mêmes ne savent pas de quoi ça parle? Tout à fait. Là, il n'est pas question de culpabiliser qui que ce soit. C'est compliqué de transmettre quelque chose qu'on ne connaît pas. Tout à fait. Oui, et puis qui reste effectivement tabou, puisque malgré tout, c'est sale, entre guillemets, pipi, caca, c'est sale, ou c'est sexe, et ça, sexe, c'est difficile d'en parler, même dans la famille, pour beaucoup de gens. Enfin, c'est quelque chose qui... Oui, et puis je pense que il y a tout à déconstruire dans nos cultures au sens large du terme, parce que quand on voit que nous-mêmes, professionnels de santé, et même le corps savant, donnent des noms déjà qui sont très connotés quand on parle d'un nerf honteux, et qu'on croit qu'on a révolutionné les choses. C'est quoi le nerf honteux ? Alors c'est un nerf qui innerve la grande majorité du bassin, pour faire très simple, et donc il y a un rôle important. On a cru révolutionner les choses en parlant de nerf pudendal, mais en fait on a juste déplacé le problème parce que pudendal, c'est le même nerf, mais au lieu de parler de nerf honteux, si vous voulez, maintenant on parle de nerf pudique. Voilà. Donc finalement, on reste encore dans ces connotations tabous de cette belle zone. Bon, pour tout le monde, là, alors comment on prend conscience de notre périnée? Là, il y a un exercice, Nadia. Alors, là, je laisse la papesse du périnée. On a dit que c'est comme pudendal. On n'utilise pas papesse du périnée. Oui. La yogi du périnée. J'aime bien parce que dans le yoga, le périnée, il est là puisque le yoga, c'est la respiration, etc. Ah, on va le déposer, hein. Mais on a la yogi du périnée, tiens. Voilà. Bon, alors, Bernadette de Gasquet. On ne le nomme pas forcément dans le yoga. Hein. Bon. Mais en tout cas, comment on prend conscience? Eh bien, en fait, comme il s'agit de muscles, il y en a un qui est parmi ces muscles-là qui est plus accessible à une contraction volontaire. Comme si vous voulez, dans notre corps, le biceps, on sait facilement le contracter, mais les muscles au milieu du dos, c'est plus compliqué. Là, c'est celui qui se contracte le plus facilement. Ça s'appelle le puborectal, vous pouvez oublier, hein, c'est pas l'important, mais c'est ce muscle de la retenue. Et en fait, l'exercice de base, c'est d'imaginer là que tout de suite, vous avez un besoin, on appelle ça une envie, de faire pipi, un gaz, et c'est pas le moment là. Bon, donc, on va dire, essayez de vous retenir. Et tout le monde a eu cette expérience, et c'est pas une consigne abstraite. Retenez-vous autant que vous pouvez. Et ce geste de se retenir va faire travailler ce muscle qui est celui de la retenue de base et qui est un muscle qu'on appelle élévateur de l'anus. Et donc, il devrait y avoir un mouvement vers le haut. Et on peut le sentir. Moi, j'aime bien le travailler assis parce que on sent mieux que ça remonte. Voilà, ça devrait remonter. Puis après, on relâche. C'est l'exercice le plus simple de base. Après, il y a beaucoup d'autres choses. Mais pour commencer, effectivement, vous recommandez d'être en position assise. Je trouve qu'on sent mieux que dans des positions couchées, parce que du fait qu'il y a du poids, il y a la gravité, on va sentir plus facilement. Mais je recommande aussi, surtout pour les jeunes femmes, avant l'accouchement, de faire que pendant les examens gynécologiques, on lui fasse sentir un petit peu, se repérer. Parce que, bon, c'est intérieur, encore une fois. Et c'est plus facile si on leur demande au cours de l'examen. Voilà, on parle du périnée aujourd'hui avec Bernadette de Gasquet, qui est donc la yogi du périnée, et Nadia Elbouga. Périnée, ça s'écrit E à la fin. Et oui. Pourquoi c'est féminin? C'est un masculin-féminin. Ouais, c'est ça. Ce qui est bien d'ailleurs. Hein. C'est très bien. Voilà, vous avez fait un... C'est la seule partie du corps qui est inclusive, vous avez vu?
Déjà. Vous avez écrit, Bernadette de Gasquet, un livre qui fait référence, ça s'appelle « Périnée, arrêtons le massacre ». Voilà, aux éditions Marabout, que Nadia vous montrez. Oui, et d'ailleurs, c'est vraiment un livre que je recommande pour les professionnels de santé qui travaillent sur le périnée, et pas que d'ailleurs, mais également pour tout un chacun, parce qu'il est effectivement, on en parlait hors antenne, il est bien illustré. D'ailleurs, on a des images de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est là, on parle de position, hein, oui, par exemple. Ouais. Oui, par exemple. Où vous avez également en fait des schémas du bassin, comme je vous disais tout à l'heure, avec les muscles qui sont beaucoup mieux représentés. Parce qu'on les voit en fait, si vous voulez, dans leur réalité. On voit vraiment d'où ils partent et on voit. Du coup, on comprend mieux leur fonctionnement à partir du moment où ils sont représentés en 3 dimensions. Et puis surtout, j'ai mis des petites vidéos qui sont téléchargeables gratuitement. Et entre autres, j'ai mis ma fille dans une IRM dynamique et on voit quand le diaphragme bouge, tout ce qui bouge en dessous. Et la vessie, comment elle se positionne, etc. Et qu'est-ce qui se passe jusque dans le périnée quand on respire. Parce que c'est tellement intérieur, c'est difficile d'imaginer tout ça. Et là, avec l'IRM dynamique, je trouve qu'on comprend beaucoup mieux que si on pousse, tout descend, quoi, c'est tout. Il faut arrêter de pousser. Alors justement, en quoi la respiration est importante dans le travail périnéal ? Parce que si... elle est fondamentale même. Voilà, si on fait que contracter tout en bas, on fait presque rien. Il faut que ça suive sur tout le corps et normalement, si ça remonte, c'est une expiration, une longue expiration, avec tout le massage, tout le repositionnement des viscères. Voilà. Et à l'inspire, c'est une détente. Donc, dans la respiration, on aura et la contraction de démarrage du périnée, pour partir du bas, le plus bas possible. C'est le starter de la respiration. Et puis ensuite, on aura toute cette mobilité. Et un muscle, n'importe lequel, c'est vrai pour le périnée, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit ni dur ni mou, mais élastique. Pour qu'il soit élastique, il faut qu'il bouge. Pour qu'il bouge, il faut que le diaphragme bouge, entre autres. Voilà. Vous avez été une des premières à vous intéresser au périnée et à vouloir qu'on le protège, donc avant, pendant et après la grossesse. Vous avez repris des études de médecine assez tard dans votre vie, puisque vous aviez 38 ans. J'ai pas repris, j'ai commencé. Vous avez commencé, oui. Donc, vous aviez une première vie complètement qui n'avait rien à voir, professionnelle. Qu'est-ce qui fait que vous avez été amené à vous intéresser au périnée alors que c'était le sujet de personne ? C'était mes accouchements, mes 2 premiers accouchements, et le fait que je n'ai pas, par chance et par hasard, mais je ne crois pas au hasard, j'ai accouché entre guillemets toute seule, et parce que il y avait beaucoup de boulot, et le deuxième c'était un siège et la sage-femme était sortie pour chercher le médecin, et que je n'ai pas poussé, et que j'ai appris plus tard que beaucoup de femmes, il faut faire beaucoup d'efforts, il faut pousser. Et je me suis dit, mais comment ça se fait ? Je suis peut-être pas normale, mais enfin. Et quand je regardais l'histoire de l'obstétrique, je voyais que il y avait un manque. Toutes les positions sauf la nôtre, toutes les consignes respiratoires sauf la nôtre. Et donc, je suis partie de là. Et comme je n'ai rien trouvé d'écrit, et que effectivement personne ne s'était posé beaucoup cette question, j'ai été obligée de chercher et d'être un peu légitime aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait ma thèse sur les problèmes d'incontinence. Alors, quelles sont les causes de relâchement du périnée ? Quelles peuvent être les causes ? Nadia, Bernadette, c'est comme vous voulez. Oui, là, en partant de l'accouchement, par exemple, ça peut être un accouchement mal effectué, avec des poussées. La grossesse est aussi une cause de relâchement. Les constipations peuvent être aussi une cause. Il y en a plein. Je vous laisse l'obésité, oui. Les crunchs. Les abdos. Oui, voilà, les abdos. Tout ce qui pousse vers le bas va étirer les ligaments qui suspendent les organes descendent, etc. Mais il ne faut juste pas croire que si on a un périnée dur,
Si on a vraiment un plancher rigide, tout ira bien, parce que dans une pièce, il y a le plancher, mais il y a les suspensions là-haut. Et tout ce qui est suspendu, ça ne dépend pas du plancher. Donc c'est arrêter de pousser. C'est ça, tout ce qui va en fait effectuer une pression sur le périnée. D'ailleurs, vous le dites bien, qu'en fait, on a un abus de langage, notamment nous, les sages-femmes et les gynécos, quand on parle de périnée intact. Alors ça, c'est une erreur parce qu'en réalité, nous, quand on parle de périnée intact, on parle d'un périnée qui n'a pas été, où il n'y a pas eu d'épisiotomie, où il n'y a pas eu de déchirure, mais ça ne veut pas dire qu'en réalité, il est intact intérieurement, puisque ça ne veut pas dire que tout va bien, voilà, qu'il fonctionne bien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont jamais accouché ou qui ont eu des césariennes et qui ont quand même des descentes d'organes et des incontinences. Oui. Mais à nous de faire attention justement aux termes utilisés, parce que quand les femmes entendent périnée intact, d'ailleurs elles savent nous le redire, oui, non mais on m'a dit que j'avais un périnée intact, du coup on induit en erreur en fait. On dit on n'a pas besoin de le travailler. Oui, exactement. Oui. Est-ce qu'il y a un examen qui permet de valider l'état de son périnée, de savoir si justement il est en bonne forme ou pas en bonne forme? Comment on fait l'état des lieux, Bernadette? Là, souvent les professionnels font un testing entre guillemets du périnée et donc on fait retenir, pousser et on regarde si ça descend, etc., si c'est à droite, à gauche. Et c'est important parce qu'on a des asymétries dans le périnée en fonction peut-être d'un sport asymétrique, etc. Et il ne faut pas rééduquer tout le monde pareil, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'il est inéluctable avec l'âge, ce relâchement du périnée ou pas? Ou ça n'a rien à voir avec l'âge? Le sphincter, oui. Le sphincter vieillit, comme les yeux, les oreilles. Mais les muscles, dans la mesure où on peut les faire travailler, on peut les entretenir. Donc oui, ça ne va pas s'arranger tout seul. Mais en fait, ça commence très tôt en réalité. Et ça ne va pas s'arranger, mais si on réagit tôt, on a des chances que finalement ça ne s'aggrave pas. Et ce n'est pas une fatalité d'avoir des incontinences et des descentes d'organes. C'est très important de le souligner parce qu'on pense rééducation, éducation du périnée chez des femmes qui ont eu des enfants. Ce n'est pas forcément le cas, c'est même pas du tout le cas. Ça concerne tout le monde. Et il faut savoir que dans une vie, on a des variations hormonales. Les hormones sont importantes dans notre continuum de vie et que du coup, nos variations, notamment chez les femmes, les cycles hormonaux changeants, vont avoir un impact justement sur la qualité du périnée. Vous avez mis au point, vous, votre propre méthode de rééducation, Bernadette, périnéale? Alors, j'aime pas trop les mots méthode. Alors, pas méthode. Alors, qu'est-ce que votre yoga du périnée? Pédagogie périnéale. Tout est parti du yoga. Ma base, c'est le yoga, mais avec un petit peu des focus plus biomécaniques et scientifiques, entre guillemets. C'est surtout, je voudrais corriger certaines erreurs possibles dans les postures de yoga, parce que parfois c'est mal fait et du coup ça n'a pas les mêmes effets. Parce que je développe l'approche posturo-respiratoire. Donc pour moi, posture et respiration, c'est la clé de tout. Et à partir de là, on pourra faire des tas d'autres pratiques corporelles. C'est une base. Mais il n'y a pas de matériel dans ce que vous proposez, Bernadette de Gasquet? Alors c'est un peu le périnée sans y toucher, entre guillemets, avec tout le corps, tout l'ensemble du corps. Parce qu'il y a parfois besoin de travailler sur les doigts de quelqu'un, sur une sonde, il y a plusieurs techniques de rééducation, mais de toute façon, il faudra l'intégrer dans la globalité du corps. Sinon, ça sert à rien. Si je fais que du biceps, je contracte 50 fois par jour mon biceps, et que pour le reste, je fais rien, ça marchera jamais, quoi. Je serai pas capable de soulever ma valise pour autant.
Alors, dans votre livre, vous parlez d'une fausse croyance également, qui est celle des femmes sportives de haut niveau, qui seraient justement exemptes de toute incontinence urinaire. Sur le terrain, c'est faux. C'est l'inverse. C'est l'inverse, en fait. Elles ont énormément d'incontinence avec un périnée très tonique. rigide. Donc, il faut pas confondre un périnée très musclé, qui bouge pas, et avec un bon périnée. Un bon périnée, c'est élastique. Et donc, souvent, ces femmes n'ont pas accouché, elles n'ont pas eu de lésion, elles ont un périnée intact, mais elles ont pour autant fait descendre les organes. Si on pousse vers le bas, ça descend. Chez nous, il y a un vide et les organes ne demandent qu'à descendre. D'accord, donc là, ce sont les organes qui sont descendus, mais pas le périnée, on est d'accord. Il peut être très solide et très dur. Et donc, dans ces cas-là, une fois que les organes sont descendus, qu'est-ce qu'il faut faire ? On a des exercices qui limitent la descente, qui stabilisent, mais ça ne va pas remonter, on va pas revenir à l'état de base. On peut limiter, entre guillemets, les dégâts, et au cas où on opérerait, faire que ça serve à quelque chose. Parce que si on opère et qu'on n'éduque pas, ça recommence et c'est pire. Et puis on a parfois besoin de mettre, si on ne veut pas être opéré, des petits dispositifs que j'appelle un peu le soutien-gorge de la vessie. C'est tout. On n'est pas né avec des lunettes et des chaussures et puis on peut être obligé d'en mettre. Et on peut mettre un petit dispositif que la femme met et enlève elle-même dans le vagin qui fait qu'il n'y a plus de vide. C'est un petit cube qui s'accroche, qui se qu'on appelle un Pesser. Un Pesser. Il n'y a plus de vide, donc il n'y a plus rien qui descend dans le vide. Alors, ça ne guérit pas, c'est-à-dire que... Voilà, mais si on le met quand on est debout et dans les moments où on n'est plus vulnérable, on peut faire que ça ne s'aggrave pas et qu'on n'ait pas de conséquences de cette descente d'organes. Oui, alors entre l'époque où vous aviez commencé justement à vous intéresser à tout ce qui est rééducation du périnée et aujourd'hui, eh bien, il y a eu différentes modes qui sont apparues, certaines ont disparu, d'autres sont plus persistantes, notamment celle, alors vous en parlez, je crois, vous en parlez dans le livre, qui est celle de retenir les menstrues. Oui, retenir les menstrues uniquement avec les contractions périnéales. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer que c'est effectivement impossible ? Voilà, donc parce que c'est une mode qui c'est une mode qui s'accentue, qui dit que ça venait du Japon, paraît-il. Les femmes japonaises, c'est vrai qu'avec le kimono, elles n'ont pas de slip, de culotte, parce que c'est pas possible d'aller aux toilettes avec un kimono et de descendre une culotte. Mais donc, on disait qu'elles maîtrisaient tellement qu'elles étaient capables de retenir le sang dans le vagin, d'aller aux toilettes quand elles voulaient, de vider complètement et d'être tranquille, pas besoin de tampon, pas besoin de serviette. Et ça, j'ai dit, ce n'est pas possible. Parce que physiologiquement. Voilà, parce que le vagin, c'est pas un sphincter. C'est pas, on peut pas le fermer complètement en contractant quelque chose. Donc je dis ça, c'est pas possible. C'est arrivé jusqu'en France ? Oui, c'est très tendance. Bon. Mais en plus, c'est pas physiologique. Je veux dire, ça doit sortir les règles. C'est pas fait pour rester là. Mais ceci dit, les femmes qui enchaînent les plaquettes, elles n'ont pas de règles. Oui, mais il n'y a pas de sang qui doit sortir. Donc, voilà. Mais en revanche, si on va plus loin, parce que c'est une mauvaise interprétation, encore une fois, de retenir du liquide dans le vagin, ça, c'est pas possible. Mais on peut, je pense, parce que j'ai pas connu, j'ai pas expérimenté, j'aime bien expérimenter, c'était trop tard pour moi quand cette mode est arrivée, mais je pense qu'effectivement, on peut arriver à avoir des perception de la contraction utérine au moment où le sang va commencer à sortir de l'utérus et donc être alerté un peu comme je ressens que j'ai envie d'aller faire pipi. Bon, mais là, j'ai un sphincter pour la vessie. Donc, si vous n'arrivez pas à retenir vos règles, il ne faut pas vous suicider tout de suite en vous disant que vous êtes la dernière des nuls, parce que vraiment, c'est pas ça. Oui. Juste pour compléter, c'est à savoir juste que, en fait, si vous voulez, cette mode, elle entre dans un processus de vouloir ne plus utiliser de serviettes hygiéniques, donc dans une espèce d'écologie
du corps et de la planète. C'est juste pour remettre les choses dans leur contexte. Voilà, on parle du périnée aujourd'hui avec Bernadette de Gasquet qui est avec nous et Nadia El Bouga. Bernadette de Gasquet, je rappelle que vous avez écrit Périnée, arrêtons le massacre aux éditions Marabout. Que vous voyez si vous regardez l'émission sur YouTube. Alors Nadia, quel est le rôle du périnée dans la sexualité et le plaisir sexuel, s'il en a un? Alors, oui, c'est une très bonne question. Effectivement, si vous voulez, on est passé du rien au tout. C'est-à-dire d'un périnée qu'on ne considérait pas du tout, dont on ne connaissait pas du tout l'existence, à maintenant, comme l'a dit très justement Bernadette en début d'émission, tout périnée, c'est-à-dire tout serait lié au périnée, le plaisir sexuel, l'orgasme, tout, voilà. En réalité, moi en tant que sexologue, je me dis que, et sage-femme, s'intéresser au périnée, à mon sens, dans le cadre de nos sexualités, c'est de pouvoir déjà dans un premier temps conscientiser toute cette zone génitale qu'on a et qu'on continue d'ailleurs à tabouifier. C'est, à mon sens, déjà la première fonction, c'est-à-dire l'exercice qu'a proposé Bernadette tout à l'heure d'être assis et de resserrer l'anus, pour parler de façon prosaïque, voilà, nous donne déjà une sensation de cette zone-là. Donc pour moi, ça peut déjà être un exercice sexuel, c'est-à-dire permettre à la personne qui l'exerce, homme ou femme, de pouvoir déjà conscientiser qu'on a une partie, c'est-à-dire permettre au cerveau de créer une connexion avec cette zone. Parce que bien souvent, et vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, que ce soit dans le cas du vaginisme, impossibilité donc toute pénétration vaginale, que ce soit par le pénis ou tout autre objet, doigt, ou, lors d'un examen. Et l'anisme, dont on ne parle d'ailleurs quasiment jamais. L'anisme. Donc, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Alors, anisme de anus, c'est-à-dire une impossibilité, pareil, de décontracter l'anus, donc exactement comme dans le cadre du vaginisme. Je le cite parce que justement, Bernadette en parle dans son livre, c'est un peu le même mécanisme pour voilà, parler... C'est un blocage. Voilà, exactement, c'est un blocage au niveau musculaire. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, à mon sens, de s'intéresser en fait au périnée, c'est de pouvoir permettre à la femme et à l'homme d'exploiter tout simplement en fait toute cette zone qui peut, chez certaines, je pense que vous avez peut-être rencontré la situation, enfin pour ma part c'est le cas, de femmes qui sont complètement coupées avec le bas de leur corps. C'est-à-dire que quand on fait le fameux testing pour voilà, évaluer en fait l'état du périnée, donc on met 2 doigts au niveau du vagin quand on est sage-femme ou gynéco, et là on s'aperçoit en fait que lorsqu'on demande à la femme de contracter, par exemple l'exercice très simple qui a été proposé tout à l'heure par Bernadette, rien ne bouge en fait, et la patiente va contracter les fesses ou les abdos, mais au niveau des muscles du périnée, rien ne bouge. Donc là, en l'occurrence, pour un ou une sexologue, il est intéressant de pouvoir permettre justement de reconscientiser ou tout simplement de prendre conscience, peut-être pour la première fois, qu'il y a dans cette zone des muscles qui peuvent permettre tout simplement de vivre sa sexualité d'une autre façon. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien entre orgasme et périnée ? Alors, chez Bernadette, il y a toute une littérature qui commence à exister là-dessus. Je ne vais pas dire, voilà, mais oui. Bon. Je ne vais pas dire. Oui, vous allez nuancer. Voilà, vous allez Non, nuancer. mais d'abord, et si vous laissiez Bernadette répondre? Oui, alors comme vous voulez. Allez-y. Non, c'est-à-dire que je dis que ce n'est pas en renforçant ce muscle de la retenue, de la fermeture, qu'on va améliorer l'orgasme. Et c'est souvent une illusion. On dit, ouais, allez-y, serrez 10 fois par jour, et vous allez avoir des orgasmes extraordinaires. Non, puisque là, justement, je ferme, j'empêche la pénétration, entre autres, par exemple. C'est pas ça. Mais en revanche, les muscles plus profonds, voilà, c'est pas au même endroit que ça se passe, et ceux-là, ils sont moins accessibles à des contractions volontaires. Et jusqu'à présent, c'est pas volontaire l'orgasme.
Et c'est une bonne chose. Oui, c'est vers le point G. Alors, par contre, voilà, alors c'est très bien que vous parliez du point G, parce que ce qui est intéressant à savoir concernant le travail du périnée, c'est que effectivement, plus on conscientisera son périnée, ses muscles périnéaux, plus on saura comment les travailler, plus cette zone sera plus mobile, plus libérée, donc ça améliore la vascularisation. Et on sait qu'au niveau, au niveau sexuel, que ce soit l'orgasme ou le plaisir au sens large du terme, plaisir sexuel, c'est fortement lié, l'excitation sexuelle notamment est fortement liée à la vasocongestion. Donc, plus cette zone est travaillée, libérée, contractée ou détendue, en tout cas fluide, eh bien, on favorise la vascularisation. Et si on favorise la vascularisation, chez l'homme, évidemment, une érection sans bonne vascularisation, c'est impossible. Et chez la femme, le gonflement du clitoris, entre autres, mais pas que, est lié à cette bonne vascularisation. Donc, c'est en ça que le travail du périnée peut être intéressant. Après, effectivement, méfions-nous parce que c'est aussi un travers de notre société. On est dans la recherche de la performance et donc du coup, et c'est, je pense, ce que dénonce Bernadette, c'est de vouloir lier absolument en fait tous les exercices périnéaux à une espèce de d'atteinte du nirvana ou du fena ou de sexuel. Non, c'est pas le cas. Tonifier votre périnée grâce aux boules de geisha et c'est très bon pour l'orgasme. Alors, attendez, juste avant de parler de ça. Vous l'avez sur l'orgasme. On va perdre Bernadette là. Vous l'avez sur l'orgasme. Juste avant. Et vous, on vous perd pas. Non, parce que du coup, là, je la rejoins complètement sur l'histoire des boules de geisha, on va en parler tout de suite. Savoir aussi que l'orgasme, rappelons-le, on a déjà parlé de l'orgasme. L'orgasme, c'est quoi en réalité physiologiquement ? C'est les contractions des muscles périnéaux. Donc, en réalité, pourquoi est-ce qu'on a commencé à s'intéresser au périnée et le lier à l'orgasme ? C'est parce que des muscles complètement relâchés, détendus, effectivement, ça c'est réel, je veux dire c'est démontrable, vous n'aurez pas la même sensation au niveau des contractions sur un muscle qui est complètement affaibli, complètement distendu, par rapport à un muscle qui est un peu plus tonique. J'ai pas dit hypertonique, un peu plus tonique. Donc effectivement, là, il y a un avantage à pouvoir proposer la rééducation du périnée. En revanche, dire aux gens que la rééducation du périnée va vous amener au nirvana sexuel, c'est juste un mensonge. Oui, tout à fait. On n'a pas perdu Bernadette, elle est toujours là. Oui, alors non, on va la perdre sur les boules de geisha. Donc, alors oui, ça c'est encore une nouvelle mode, les boules de geisha et surtout les œufs de jade. Alors les œufs de jade, c'est une actrice américaine à qui on a révélé un secret. Gwyneth Paltrow, pour ne pas la citer. Non, elle c'est la grande papesse, voilà, pour le coup. La papesse de la connerie, oui. Et donc, on lui a révélé un secret qui était bien connu, mais qui consistait donc à retenir, et c'est toujours cette idée, retenir un poids dans le vagin. Et alors, évidemment, selon la qualité de la jade, c'est plus ou moins cher, la couleur, etc. Et ça ne marche que si ça a été ionisé les nuits de pleine lune. Alors là, je dis stop, quoi. Les femmes ont arrêté de nous prendre pour des stupides quand même. Donc, et elle les vend sur son site, parce que c'est ça le plus important quand même. Il y a quand même tout un commerce. Et donc, mais en revanche, les boules de geisha qui ne sont pas dues aux geishas. Les geishas, en fait, c'est pas l'image qu'on a. Ah oui, d'accord. Oui, c'est-à-dire qu'on pense, nous, on pense geisha à plus ou moins les geishas, sexualité intensive. Sexualité, plus ou moins prostituée. C'est pas du tout ça, une vraie geisha. Mais bon, en tout cas, elles auraient des capacités de justement mobiliser leur vagin suffisamment pour mobiliser les boules à l'intérieur. Et en fait, c'est très intéressant parce que, comme encore une fois, c'est intérieur pour nous, on ne sait pas. Donc, avec 2 boules et pas une seule, parce qu'une seule, c'est on retient, et stop de retenir toujours. C'est arriver à sentir celle qui est en plus profond, qui remonte, qui remonte, et surtout sentir que
si je fais un mauvais geste, ne serait-ce que mal me relever la tête, je pousse et donc il va falloir que je contracte. Mais si je pousse pas, au contraire j'aspire, alors les boules, on n'a pas besoin de serrer pour les retenir. Et ça, c'est une très bonne éducation parce qu'on est à l'intérieur, on est dans les sensations intérieures. Et voilà. Et bon, donc, on n'a pas perdu Bernadette. Voilà. Non, et attendez juste un élément, parce que quand même, qu'est-ce qu'il y a vous il n'avez faut pas dit? finir en beauté. J'ai peur. Oui, non, n'ayez pas peur. Oh. Mais c'est très intéressant parce que moi j'ai découvert quelque chose dans le livre de Bernadette. Ouais. Vous parlez des maîtres yogis, donc un maître yogi qui J'en étais sûr. Eh bien Allez-y, oui, mais allez-y, il faut en parler. Je suis non, désolée. Arrêtons les fausses pudeurs. Vous parlez d'un maître yogi, donc qui était présent, je crois, à la salpêtrière, voilà, et qui a aspiré de l'eau par la verge, oui, dans une bassine. Il a aspiré de l'eau par la verge. Devant tout le monde, enfin, parce que c'était scientifique. Ne me regardez pas comme ça, Nadia, je n'essaierai pas. Non, mais laissez-moi tranquille. Non, mais je vous demande pas d'essayer. Et donc, et en plus, et après, qui la restitue en faisant des bulles. Donc, en fait, on peut vraiment s'amuser avec son périnée. Oui. Voilà. Et puis, Et à tous les âges, c'est ça qu'il faut dire aussi. Oui. Que ça peut se rééduquer à tous les âges. Parce que ce maître yogi avait un certain âge. Oui, tout à fait. En plus. Il ne faut pas dire un âge certain. Oui, tout à fait. Ça ne veut rien dire, à un certain âge. Il avait quel âge? S'il avait 90 ans, oui, mais... Et puis bon, j'aime bien aller voir ailleurs et enfin, aller voir de près. Donc, je suis allée beaucoup en Thaïlande et j'ai vu, mais de très près, tout ce que font les Thaïlandaises. C'est-à-dire, Bernadette, vous voulez qu'on en parle? Qu'est-ce que vous avez vu de près? Elles envoient par exemple des balles de ping-pong, elles fument des cigarettes par le vagin, elles font vraiment des choses incroyables, soi-disant avec le périnée. En réalité, c'est avec d'autres choses que le périnée, les abdos. Mais c'est hyper impressionnant, la maîtrise qu'elles peuvent avoir. Voilà, donc j'ai vu de très près, je les ai examinés, j'en ai même fait des IRM. Bon, parce que j'aime bien savoir pourquoi ça marche. Et alors, pourquoi ça marche? Parce qu'elles maîtrisent le diaphragme, les abdos, les fessiers, et c'est pas juste le périnée, c'est pas juste du pipi-stop. Voilà. Du pipi-stop. Elles mobilisent vraiment l'ensemble de leur corps. Non, mais c'est intéressant. Et quand il y a une Thaïlande, Nadia? Peut-être pour d'autres raisons, oui, mais pourquoi pas découvrir aussi les femmes fumeuses du vagin. Parce qu'en Indonésie, elles font pas ça, je me dis. Ça peut être intéressant. C'est en Thaïlande, voilà. Bien. Donc, effectivement, ça rejoint ce que faisait être yogi, c'est-à-dire pouvoir aspirer, pouvoir... Alors après, il serait intéressant sociologiquement de savoir est-ce que ce sont des femmes spécifiques qui ont cette capacité, cette compétence, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans la population générale, enfin chez toutes les femmes thaïlandaises? En Thaïlande, j'ai vu des coachs, elles me disent que non, il n'y a pas un recrutement spécifique. En revanche, la morphologie thaïlandaise me paraît différente, par exemple, de la morphologie japonaise. D'accord. Et ça, c'est plus général. D'ailleurs, vous dites que nous ne sommes pas tous et toutes égales au niveau du périnée. En général, du bassin. Voilà. Bien. Alors, vous revoyez la vidéo sur YouTube, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.fm. Nadia, on rappelle le livre de Bernadette de Gasquet que vous remontrez à la caméra. Le périnée, arrêtez le massacre. Donc aux éditions Marabout. Marabout, qui reste toujours la référence. C'est un plaisir de vous avoir, Bernadette de Gasquet. Nadia El Bouga, très bientôt. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.